Merci à vous, Marcel Arrossi. Allez, vous restez avec moi pour accueillir nos deux invités politiques de ce lundi matin pour opiner sur la question de la dette au Bénin. Le Bénin s'endette-t-il un peu trop? En tout cas, la réponse est oui pour le parti d'opposition, les démocrates, qui a d'ailleurs initié une question orale au gouvernement avec débat. Pour les députés de l'opposition, le gouvernement de la rupture a engagé le pays dans un endettement hors norme qui pourrait hypothéquer l'avenir de la génération montante. En 5 ans, la dette cumulée du pays dépasserait 2000 milliards selon les démocrates, des chiffres qui, selon eux, sont vertigineux et inquiétant. Le pays est-il effectivement endetté? Eh bien, la question est au cœur de cette confrontation d'idées entre les démocrates et l'UPR. Réginald Koumabi-Affidé de l'Union progressiste Le Renouveau et Habib Ouaroukoubu des démocrates, tous deux députés de la 9e législature, sont ici pour défendre chacun sa chapelle. J'ai envie de dire bonjour à tous et bienvenue, messieurs. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour donc à vous, Réginald Koumabi-Affidé. Vous êtes député Union progressiste Le Renouveau de la 9e législature. Vous êtes par ailleurs rapporteur de la commission budgétaire au Parlement. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. C'est un plaisir de vous avoir. Et en face de vous, il était là déjà samedi dernier, mais sur un autre plateau, dans le cadre d'une autre émission. Mais il nous fait encore l'honneur d'être avec nous ce lundi matin très tôt pour opiner sur des questions d'actualité, des questions liées à l'État, liées à la politique, liées à des orientations économiques, bien sûr. Habib Ouaroukoubu du parti Les Démocrates, bonjour et bienvenue. Bonjour Eman, comment allez-vous? C'est un plaisir d'être avec vous. Merci donc d'avoir une fois encore répondu à notre invitation pour mener la réflexion, pour mener le débat. C'est moi qui vous remercie. Alors, on va y aller tout de suite parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps pour évidemment faire des généralités. Quand vous faites savoir que le Bénin est surendetté, de quoi parlez-vous? Merci beaucoup, monsieur Eman. Je voudrais m'acquitter d'un devoir de présenter mes excuses à vos téléspectateurs pour mon absence lors de l'émission de la semaine dernière. Il y a eu un quiproquo, c'est ça qui a fait que je n'ai pas pu être à cette émission-là. Donc je présente toutes mes excuses aux auditeurs. Cela dit, je crois que vous n'avez pas rapporté exactement ma préoccupation. J'ai posé un problème de restriction du contrôle, du pouvoir de contrôle de l'Assemblée nationale en ce qui concerne les ratifications des accords de crédit au niveau du Parlement. Je crois que c'est la préoccupation que j'ai exprimée et ça a permis évidemment, puisque ça concerne les crédits qui font autorisation au niveau de l'Assemblée nationale, ça nous a permis de passer en revue la question donc du crédit au niveau du Bénin pendant la période de 2016 à 2023. Voilà. En quoi votre pouvoir de contrôle est-il restreint? Alors, à la faveur de la révision de la Constitution qui a eu lieu en 2019, il y a eu modification de l'article 145, qui est devenu article 145 nouveau. Avant, la ratification des crédits est autorisée par les députés à l'Assemblée nationale. Cette modification de l'article 145 donne le pouvoir désormais au président de la République de ratifier directement sans l'autorisation des députés les accords de crédit. Pour ma part, le pouvoir de contrôle a priori des députés a été annulé presque. Parce qu'il fallait forcément, avant que le gouvernement n'ait l'accord de crédit, il faut forcément avoir l'autorisation des députés. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est le président de la République, le chef de l'exécutif, que le Parlement est supposé contrôler, qui aujourd'hui ratifie directement le crédit, sans passer par le peuple. C'est ce que ça signifie. Donc c'est le problème que j'ai posé et j'ai voulu comprendre un peu jusqu'à quel degré de crédit nous en sommes au jour d'aujourd'hui. Et ça, il était important donc que tout le peuple béninois puisse comprendre la situation dans laquelle nous sommes. Vous avez rapporté aussi par ailleurs quand même que le pays est en train de contracter un peu trop de dettes et que cela hypothèque l'avenir de la génération montante. Oui, bien sûr. En quoi, justement? Alors, il nous a été donné de constater que
jusqu'en mars ou avril 2016, l'encours de crédit du Bénin, depuis 1960 jusqu'en mars 2016, était de 2101 milliards, si je ne me trompe. Mais lorsque vous prenez l'encours de crédit de 2000 en 2023, ça faisait 6500 milliards environ. Dans cet intervalle de 7 ans, soit une augmentation de 4500 milliards environ. Le double du crédit qu'on a eu dans un intervalle de 56 ans. De 1960 à 2016, 2011 milliards. Vous suivez? Alors, de 2016 à 2023, un accroissement de 4500 milliards. Pour tout économiste, est-ce que sur cette différente on peut se poser des questions. Oui, est-ce que sur cette différente période dont vous parlez, le Bénin n'a pas évolué en termes d'infrastructure, en termes de construction du pays? Oui, le Bénin a évolué. Il faut que l'analyse soit... Il faut que je puisse différencier... Justement, je veux savoir si vous avez un problème avec la gestion de la dette. Oui, on va y arriver. Vous savez, en matière de dette, l'objectif de la dette, c'est de pouvoir permettre de financer l'économie, d'accord, et de pouvoir créer de la richesse. Ce n'est pas le cas. Plus vous créez de la richesse, d'accord, plus vous allez réduire votre appétit pour la dette. Parce que les investissements vont générer des revenus qui vont permettre de limiter le recours à la dette. Mais si à chaque instant, la dette augmente, d'accord, la dette augmente, vous ne voyez pas cette création de richesse qui permet de limiter l'appétit pour la dette, l'augmentation de la dette. Vous êtes en droit de vous poser des questions. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. D'accord, très bien. Et on va se tourner à présent vers Réginald Koumavi-Afilé. Vous avez suivi le développement de votre collègue du Parlement, de votre ami d'en face, si on a envie de dire. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ce sujet? Il parle d'un accroissement de 4 000 milliards entre 2016 et 2023 et il trouve que c'est presque abusé. Merci, monsieur le journaliste. Je ne suis pas venu pour défendre ma chapelle politique, mais je suis venu pour expliquer aux populations de quoi il est question. Puisque les questions de finances en général et celles liées à la gestion de la dette sont des questions délicates et difficiles à comprendre. Il faut étudier sur des années pour comprendre un peu. Parlons d'abord de la question de la ratification des accords. Depuis la nuit des temps, dans notre pays, ce n'est que le chef de l'État qui ratifie. Ça, soyons d'abord d'accord par rapport à ça. La modification intervenue n'a pas accordé le pouvoir de ratification au chef de l'État, non. Ce n'est que le chef de l'État qui le faisait, qui continue de le faire. Seulement que le Parlement autorisait en amont la ratification. Le Parlement n'a jamais ratifié un accord de près. Mais lorsque nous nous plongeons un peu dans l'histoire de ratification de notre pays, notre Parlement n'a jamais rejeté un seul dossier de ratification. Quand c'est un peu dans la sous-région, le constat est pareil. Est-ce que vous voyez? En quoi c'est alors utile de maintenir ce verrou lorsque le Parlement a été transparent à cette étape de la procédure? Vous savez, il n'existe pas que le contrôle a priori en matière de finances. Nous avons plusieurs niveaux de contrôle. Nous avons le contrôle a posteriori, qui est également dévolu aux députés. Nous avons le contrôle sur place, le contrôle sur pièce. Donc nous n'allons pas nous agripper seulement au contrôle a priori, qui est l'une des nombreuses composantes de ce que nous appelons contrôle. Est-ce que vous voyez? Donc, le Parlement n'a pas été amputé dans son pouvoir de contrôle de l'action gouvernementale. Pas du tout. Il revient au Parlement de s'organiser pour qu'à défaut du contrôle a priori auquel nous sommes habitués, que nous exerçons le type de contrôle qui est approprié au contexte actuel.
par rapport aux questions de la dette, vous savez, le montant de la dette d'un pays, que nous appelons techniquement encours de la dette ou stock de dette, n'a aucune valeur significative lorsque nous bâtissons ce genre d'analyse. Aucune valeur. Je prends un exemple simple. Un pays peut maintenir le même montant de dette d'une année à une autre et ressortir plus endetté ou même surendetté. Comment est-ce que cela est possible? Je vais plus loin. Un pays peut baisser son montant de dette d'une année à une autre et ressortir également plus endetté ou surendetté. Et à contrario, un pays peut élever, augmenter son montant de dette et ressortir moins endetté. Ce n'est pas de la magie. Je vous explique. Le seul indicateur de l'UEMOA et de tous les autres regroupements régionaux que nous connaissons, c'est le niveau d'endettement, encore appelé le taux d'endettement. Et cela s'obtient par le rapport entre l'encours de la dette, que nous appelons communément montant de la dette, comme mon collègue l'a dit tout à l'heure, et le PIB. Donc il faut rapporter forcément le montant de la dette au PIB du pays sur la même période pour évaluer le niveau d'endettement. On va faire moins technique, on va faire, d'accord, parce que ça peut paraître barbare aux yeux de nos téléspectateurs qui n'arrivent peut-être pas à comprendre tout ce langage technique. Si vous devriez monnayer cela aux téléspectateurs, si vous devez expliquer à un enfant, quels sont les termes que vous utilisez? Merci. Je reçois 100 francs pour mon petit déjeuner. OK. Je paye, mais à l'école, pour 110 francs. Donc, je m'endette de 10 francs. L'autre reçoit 1000 francs pour petit déjeuner. Il paye pour 1010 francs. Ils sont aussi endettés. Des deux, qui est le plus endetté? Celui qui a 100 francs comme petit déjeuner. Merci beaucoup. Donc, c'est pour dire, notre pays de 1960 et le Bénin tel qu'il est aujourd'hui, d'abord la population a évolué. Notre PIB, que nous appelons la richesse nationale, a beaucoup progressé. Les besoins ne sont plus du tout les mêmes dans le pays. Est-ce que vous voyez? Donc, au 31 décembre 2016, à l'avènement du régime, notre niveau d'endettement, que nous appelons taux d'endettement, s'est établi dans l'ordre de 51%. Au 31 décembre 2016. Au 31 décembre 2022, avant-hier, notre taux s'est établi à 52,8%. Vous-même, regardez, de 51 à 52,8%. Où est-ce qu'on s'est endetté de trop? Au 31 décembre 2023, pour cette année, les projections font état de ce que le taux d'endettement va s'établir dans l'ordre de 54%. Dans le même temps, dans la sous-région, dans l'UEMOA, je prends un pays comme le Sénégal. Au 31 décembre 2022, le Sénégal était à 75% comme niveau d'endettement, pendant que le Bénin n'était qu'à 52,8%. Le Togo, notre pays voisin, était à 66,5% du taux d'endettement au 31 décembre 2022, parce que notre pays était à un niveau largement inférieur. Vous voulez dire que dans l'UEMOA, le Bénin est presque le dernier en termes d'endettement? Je vous dis que notre pays, le Bénin, aujourd'hui, est le pays le moins endetté de l'espace de l'UEMOA. Je rappelle ceci. Vous savez, lorsque l'on arrive au pouvoir, contrairement à ce que nous pensons, le chef de l'État ne peut pas tout se permettre. Il a des marges de manœuvre très réduites en plusieurs domaines. Et ce que nous appelons les critères de convergence, c'est dit ceci, que le niveau d'endettement d'un pays ne saurait dépasser 70%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le montant de la dette d'un pays de l'UEMOA ne peut pas excéder 70% de son PIB. Est-ce que nous voyons? Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Maintenant, un peu plus loin, c'est dit, par exemple, que la masse
salariale, pour faire une analyse parallèle, la masse salariale, par exemple, ne peut pas excéder 35% des recettes fiscales du pays. Est-ce que vous voyez? Donc, notre pays, le Bénin, dispose de ce que nous appelons une politique d'endettement. Ce n'est pas du hasard. La politique d'endettement est assise sur ce que nous appelons la stratégie de gestion de la dette à moyen terme, la SDMT. Et à l'intérieur, nous avons ce que nous appelons le CDMT, le cadre de gestion de la dette à moyen terme. Vous voyez? Parce que je vais m'en arrêter là. Rien ne se fait par hasard dans le domaine de la gestion de la dette dans notre pays. Et ceci, nous avons les preuves à brandir à la face du monde. D'accord. Merci. Habib Waroukoubou, quand on suit donc le développement fait par Réginald Koumagoua-Fidé, on se rend compte finalement que le Bénin, en tout cas à la lumière de ces explications, n'est pas si endetté que ça finalement. Et que, voilà, à la limite, c'est dans l'ordre normal des choses. On est toujours dans la marge. Merci beaucoup. Merci. C'est un de mes collègues, un des grands techniciens que j'apprécie beaucoup, Koumagoua Fidé. Et je crois que ce qu'il a dit, de façon globale, n'a rien d'injuste. Oui. Le pacte de convergence au niveau donc, communautaire, le seuil est de 70%. Ça, c'est juste. Actuellement, nous sommes à 55% de taux d'endettement. Il a parlé de 52,8. Non. 2022. Actuellement, nous sommes à 55% environ, pour ce qui concerne 2023-2024, 55%. Alors, ça, c'est le cadre de l'UEMOA. Dans le cadre de l'UEMOA. Lorsque vous prenez les analyses du FMI et de la Banque mondiale, ce cadre de convergence tourne autour de 55%. Autour de 55%. De sorte que le FMI et la Banque mondiale aujourd'hui, dans leurs propos, vous diront que nous sommes dans une situation en matière donc d'analyse de viabilité de la dette. Nous sommes dans un cadre de surendettement modéré. Ça, le FMI et la Banque mondiale. Mais déjà en octobre 2019, le Bénin a obtenu une reconnaissance pour la bonne qualité de la gestion de sa dette publique à travers le prix Global Market 2019 et a reçu également les félicitations de la Banque mondiale pour la gestion de sa dette. Oubliez ce que vous êtes en train de dire là, c'est pas ça le plus important. Vous étiez en train d'évoquer justement les institutions de Bretton Woods pour la Banque mondiale en 2019 et même en 2020. Qui décernent, même en 2020, déjà. Oui. Je vous remercie pour ça. La préoccupation n'est pas là. C'est pour ça que je voudrais qu'on sorte des chiffres. Si on regarde les chiffres, le cas d'analyse du FMI et de la Banque mondiale ne sont pas les mêmes que ceux de l'UEMOA déjà. L'UEMOA met là-bas jusqu'à 55% pour ce qui concerne le Bénin. D'accord? J'ai le document, je peux vous donner lecture. Ce n'est pas moi, c'est le gouvernement qui a élaboré. Alors, pour moi, le plus important, c'est qu'on ne se noie pas dans la dette. Lorsque nous allons à la dette, c'est pour créer de la richesse. C'est pour créer de la richesse, d'accord? Et faire en sorte que la richesse que nous créons puisse permettre de rembourser la dette. Parce que c'est l'objectif, économiquement par là. Lorsque la richesse que vous créez ne vous permet pas de rembourser la dette, ça pose problème. Parce que finalement, c'est le contribuable sur la base des impôts qui finira par payer les conséquences de la dette. Et lorsque nous analysons, et c'est ce que je vous disais, lorsque vous prenez le cas de notre économie, outre que la fiscalité dont nous parlons, quels sont les secteurs clés aujourd'hui, porteurs de croissance de notre pays, qui permettent de rembourser les dettes que nous avons? C'est notre préoccupation. Parce que le gouvernement le dit tous les jours, d'accord? Nous sommes une économie résiliente. L'objectif voulu du gouvernement, c'est de transformer les structures de base de l'économie béninoise. Transformer les structures de base de l'économie béninoise, c'est pour dire mettre en place une économie qui permet la création de la richesse. Aujourd'hui, lorsque vous prenez le cas de l'économie béninoise, d'accord, nous avons réalisé un certain nombre d'infrastructures, tout ce dont vous parlez. Mais du point de vue de la création de la richesse, quels sont les secteurs dans lesquels le gouvernement a investi aujourd'hui qui nous permettent de créer véritablement la richesse, d'accord, dans l'optique de pouvoir rembourser nos dettes, limiter les dettes que nous avons. En face de vous, quelqu'un de la majorité présidentielle qui pourra répondre à cette question plus tard. Mais est-ce que vous savez que le Bénin a été consacré meilleur gestionnaire de la dette subsaharienne par les institutions que vous évoquez?
Et je vous le concède. Est-ce qu'on est d'accord que le Bénin n'est pas dans une situation critique par rapport au pays qui l'entoure? Non, je ne le dis pas. À aucun moment, je ne l'ai dit. Mais qu'est-ce qui vous inquiète alors? Vous pensez qu'on est en train d'attenter un virage dangereux, vertigineux, quand on sait que sous la Covid-19, quand plusieurs pays ont levé la voix pour demander que les dettes soient suspendues, les remboursements de crédit soient suspendus, le temps de la pandémie, le Bénin était l'un des rares pays, sinon le seul en Afrique, a dit non, nous ne voulons pas qu'on puisse faire preuve de complaisance. Nous voulons payer nos dettes à bonne échéance. Alors, par rapport à ça, je vais vous évoquer deux éléments importants. Le premier, c'est qu'en 2020, nous avons été contraints d'aller lever des fonds sur le marché européen, des eurobonds, de l'ordre de milliards. De l'ordre de milliards. C'est mauvais. Ce n'est pas mauvais. De l'ordre de milliards, dont la maturité est de 7 ans, à un taux de 5,75%. Donc, on devait finir de payer ce montant en 2026. Parce que nous avons, on doit payer les 3 dernières années, 2024, 2026, 2025, 2026. Il lui fallut qu'on fasse un reprofilage. Sinon, on n'était pas en mesure de pouvoir faire face à cet engagement que nous avons pris. Ça, c'est un élément. Depuis le 8 juillet 2022, 18 ou 8 juillet 2022, le gouvernement a été obligé de conclure un accord avec le Fonds monétaire international dans le cadre donc du mécanisme élargi de financement du crédit de l'ordre de $650 000 pour 42 mois. Lorsque vous commencez à aller vers les institutions comme le FMI, la Banque mondiale, d'accord, ça veut dire tout porte à croire que vous êtes sous assistance. C'est des réalités. Le mécanisme élargi, d'accord, depuis 2022. Et c'est pourquoi souvent, quand on me dit, nous sommes une économie résiliente, je suis d'accord. Une économie résiliente sur la base du crédit. Je veux voir du point de vue structure économique. Pourquoi le crédit vous dérange? Monsieur Ça ne me dérange pas. Monsieur Waroukoubou, ça ne me dérange pas parce que le crédit nous concerne tous. Je veux m'assurer simplement qu'il y a des investissements qui permettent, d'accord, sur la base de ces crédits-là, de rassurer et de pouvoir créer les conditions qui permettent de rembourser ces crédits. Il ne faut pas que nous remboursons le crédit par le crédit. Dans ces conditions, vous connaissez aujourd'hui, demain, qu'est-ce qui va se passer? Toute la question est là. Vous n'observez pas des investissements dans le pays? Je vois des investissements, je vois des réalisations, je vois des routes qui sont construites. Mais du point de vue structurel, j'ai dit, aujourd'hui, j'ai suivi le ministre de l'économie et des finances. Le développement de notre économie doit se fonder sur l'agriculture, l'industrie. J'aimerais bien savoir dans le domaine de l'agriculture quelles sont les bases fondamentales qui nous permettent de pouvoir créer suffisamment de richesses. Alors, on va répondre quand même à certaines préoccupations. Oui, et ma préoccupation, justement, va prendre également en compte certaines de ces préoccupations. Quand on voit l'activité du Bénin sur le marché financier portée justement par le ministre de l'économie et des finances, Romuald Wadani, très actif sur le marché financier, que ce soit dans la sous-région, mais que ce soit également à l'international, à travers l'émission de ces eurobonds qui a été vraiment une première appréciée de tout le monde. Parfois, on a l'impression on peut se dire, ou on est tenté peut-être de se dire, avec tout ce qu'on apprend, on a levé tel nombre de milliards à gauche, on a levé tel nombre de milliards à droite, on a peut-être on peut se dire, si on n'est pas peut-être issu du moule du monde des finances, pour autant, où va cet argent? Pourquoi on prend autant d'argent? Et qu'est-ce qu'on en fait? Ok, merci monsieur le journaliste. Il faut d'abord dire ceci. L'État a des charges. Il faut les couvrir, n'est-ce pas? Nous distinguons deux catégories de ressources pour couvrir les charges de l'État. Nous avons les ressources intérieures, que nous appelons les ressources propres, ce que nous-mêmes nous produisons. Et nous avons les ressources extérieures, ça que nous appelons les ressources de financement. C'est de ça qu'il est question actuellement. Vous voyez? Première préoccupation, est-ce que ce que nous-mêmes nous produisons suffit pour couvrir les charges de l'État? C'est non. On est d'accord? Ça ne suffit pas. Allons-nous attendre que le gap tombe du ciel? Non. Nous ne pouvons que recourir aux emprunts. Nous sommes d'accord. Le Bénin n'est pas le seul pays à faire ce genre d'exercice. Même les États-Unis sont endettés. Donc ce n'est pas un mal en soi
quand on fait recours aux emprunts, mon collègue a parlé de reprofilage de notre portefeuille de dette. Moi, je pense que nous devons saluer notre ministre des Finances qui vraiment se sacrifie pour ce pays. En fait, c'est quoi? Lorsque vous avez votre portefeuille de dette, c'est exposé à des risques. Ça veut dire quoi? Vous pouvez vous endetter pour 10 francs aujourd'hui et payer 10 000 demain si vous ne savez pas mitiger les risques qui entourent votre portefeuille de dette. Vous savez, lorsque vous prenez des emprunts à taux variable, c'est hyper dangereux pour le pays. De la même manière, les emprunts à échéance très courte posent problème. Donc le reprofilage qui a été fait par le ministre des Finances a simplement consisté à vider le portefeuille de tout ce qui est dangereux, des actifs toxiques, est-ce que vous voyez, et à les remplacer par des dettes plutôt viables, des dettes à taux fixe, des dettes à échéance longue et pour la plupart assorties de périodes de différées. Donc moi je salue en tant que technicien le reprofilage de la dette tel que c'est fait par notre ministre des Finances, que je salue encore au passage. Notre pays, en faisant recours aux eurobonds, aux autres bailleurs de fonds, aux autres instruments, je pense que ça doit faire notre fierté. Parce que n'a pas accès à ces marchés financiers qui veut. Là, c'est une question de crédibilité. C'est une question de signature. Si notre pays, le Bénin, était agonisant, comme ça se laisse entendre, aucun investisseur, aucun bailleur ne va oser nous faire des prêts, n'est-ce pas? Mais il y a l'adage qui dit qu'on ne prête qu'aux riches. Donc, moi, je pense que notre pays se porte très bien sur le plan de la gestion de la dette et j'encourage fortement les initiatives qui sont prises, vu que le seuil de 70% n'est pas atteint. Aujourd'hui, nous sommes au moins à 15%, qui constitue pour nous une marge de sécurité. Aujourd'hui, si des cas de force majeure se réalisent dans notre pays, nous sommes capables aujourd'hui de répondre favorablement. Est-ce que vous voyez? Donc c'est très important ce qui se fait. Je vais finir en disant ceci. Lorsqu'on est un pays en pleine croissance comme le nôtre et que les dispositions ne sont pas prises pour le financement de l'économie, c'est hyper dangereux. Je vous explique. Vous êtes en pleine croissance. Ça veut dire quoi? Que par exemple, que si c'est 10 hectares de terre qui étaient emblavés pour le coton, vous pouvez passer à 10 000 hectares. Ça fait appel désormais à beaucoup plus d'intrants, à des machines agricoles. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Mais si les ressources ne suivent pas, dans un premier temps, mais la croissance va infléchir. C'est-à-dire on va assister immédiatement à un ralentissement de la croissance qui va finir par nous plonger dans la pourriture parce que la courbe va s'inverser. Obligatoirement. Nous tous ici, on était allés, mais à moto dans ce pays, à mobilette, n'est-ce pas? Avec 500 francs, 1000 francs, tu mets le carburant. Mais lorsque tu vas à voiture, pour une même distance, tu dois mettre combien? 5 000, 10 000 ou 15 000. Vous voyez déjà. Oh, c'est sur la même route. Donc, les risques ne sont pas les mêmes. Les risques ne sont pas les mêmes. Vous voyez, celui qui va à voiture, il tire plus d'utilité. Vous voyez. Donc, lorsque le pays commence par s'élever, par grandir, c'est tout à fait normal que les besoins s'accroissent. Mais est-ce que vous ne comprenez pas aussi quand même les craintes de Habib Ouaroukoubu qui estime qu'il faut quand même aussi, non. Comme on l'aurait dit de façon triviale, il faut aller doucement. Lorsque je prends la loi de finances 2024 qui a été votée le vendredi passé, lorsque nous fouillons, nous voyons les leviers sur lesquels le gouvernement a choisi de prendre appui pour le développement de notre pays. L'agriculture. Regardez un peu la part que l'agriculture seule a prise dans notre budget. Le cadre de vie. Essayons de voir un peu. Quand on prend la GDIZ de Golo Djibé, vous savez, des milliers d'emplois sont déjà créés là. Aujourd'hui, nous avons le bonheur de porter des Lacoste Made in Benin, n'est-ce pas? Voilà. Donc c'est pour dire
que les ressources pour rembourser ne poseront aucun problème. D'accord. Puisque c'est une question d'échelle. C'est une question d'effet, d'entraînement. Investir beaucoup aujourd'hui pour récupérer. Très bien. Monsieur Habib Ouaroukoubou, est-ce qu'il vous arrive de jeter un coup d'œil sur le taux d'endettement des grandes puissances? Et quand je sais que vous faites ces exercices parfois, mais quand vous le faites, est-ce que vous ne vous rendez pas compte, ça ne suffit pas pour vous convaincre que sans la dette, nous ralentirons notre rythme de développement et de croissance économique? Merci, M. Marcel. Je ne suis pas contre la dette. Mon objectif, c'est que la dette puisse produire les effets induits. En réalité, vous ne voyez pas encore vraiment les effets. La contrepartie de la dette. Je suis un économiste, je sais que quand on va faire des crédits, c'est pour réaliser des investissements et que ces investissements génèrent des revenus qui permettent de rembourser le crédit. Mon inquiétude, qu'on ne fasse pas des crédits. Êtes-vous en train de dire que le Bénin gère mal sa dette? Je ne suis pas en train de dire ça, mais je suis en train d'attirer l'attention de nos gouvernants pour dire vous en prenez beaucoup, mais nous voulons voir les effets, les contreparties vous ne voyez de pas ce encore, que vous ne voyez pas encore les réalisations. Lorsque vous regardez le nombre de milliards, 4 500 milliards, c'est beaucoup. Donc vous pensez que pour que le Béninois jusque-là ne trouve pas à manger. Je vais peut-être un peu plus précis. Le taux mondial de croissance aujourd'hui, ça tourne autour de 3,5%. Le Bénin est à 6%. 6%. Ça veut dire que nous sommes à un niveau de croissance très élevé, très important. Alors, si c'est comme ça, ça veut dire que normalement, selon moi, nous devons être capables de pouvoir réduire notre niveau de dette. Ça veut dire que nous avons réalisé déjà au moins un certain nombre d'investissements qui nous permettent de créer. Croissance démographique, c'est ça? Pardon? Croissance démographique? Croissance économique, pas démographique. D'accord. Je suis désolé. En réalité, c'est quoi la dette? Que je vous explique un peu. Nous avons quand vous prenez un pays, comme un individu aussi, prenons le cas d'un pays. Pourquoi nous sommes obligés d'aller à la dette? C'est parce que lorsque nous élaborons notre budget, nous avons des ressources. Donc les recettes que nous avons, et nous avons les charges et les dépenses. Mais lorsque nous faisons la différence entre les ressources que nous avons et les charges, nous constatons qu'il y a un gap. D'accord? Ce gap-là, ça constitue le déficit primaire que nous avons. Mais lorsque nous ajoutons à ce déficit primaire le service de la dette, ça nous permet alors de trouver le besoin d'investissement, le besoin de financement. Ça veut dire donc combien nous avons pour compléter notre budget, pour pouvoir faire face à nos charges, tel que mon confrère l'a dit. Lorsque à chaque instant, vos ressources, d'accord, sont inférieures à vos dépenses, chaque fois, toutes les fois, ça pose un problème. La seule chose que nous disons, c'est qu'à un moment donné, lorsque nos ressources sont inférieures à nos charges, nous recourons au crédit pour compenser. L'objectif, c'est quoi? C'est pour accroître désormais nos ressources. Je ne sais pas si vous voulez, si vous voyez. De sorte que nos propres ressources puissent nous permettre de couvrir. Le dernier budget qui vient d'être voté est équilibré en termes de charges et de dépenses. Oui, ce n'est pas parce que c'est équilibré qu'on n'est pas allé à la dette. C'est équilibré en ressources et en dépenses au montant de 3 199 milliards. Diaboliser la dette. Je ne diabolise pas, désolé. Là vous ne me comprenez pas. Je veux voir l'effet de la dette. Vous pensez en fait... Je veux voir l'effet de la dette. Je ne diabolise pas la dette. Je suis favorable à la dette, mais je veux voir la contrepartie de la dette. Habib Ouaroukoubou, vous pensez qu'il y a beaucoup de milliards pour pas grand-chose? Il y a beaucoup de milliards pour pas grand-chose. Voilà la question. Et je veux que les secteurs porteurs de croissance économique, dont l'agriculture dont il a parlé, dont l'industrie dont il a parlé, je veux que ces secteurs-là puissent porter notre croissance économique. Je ne sais pas s'il y a pris tout le temps. Vous apprenez suffisamment quand même. Je pense que nous devons faire la part des choses. Je comprends mon collègue. Une minute pour boucler. Mais vous savez, quand on parle d'investissement, il y a les investissements positifs, il y a les investissements sociaux. On se comprend. D'accord. Quand on prend par exemple le programme H pour l'assurance maladie. C'est un programme social. On ne gagne rien en retour. Mais c'est indispensable, n'est-ce pas? Quand on prend la génération de la cantine scolaire, ça n'existait pas sous cette forme-là. Aujourd'hui, ça existe. Et les enfants, à partir de maintenant, auront à 2 repas sur tous les écoliers de ce pays. Ça là, on ne gagne rien en retour. Est-ce qu'on est d'accord? Ça va terminer. Il a prévu la construction de 120 salles de classe.
on n'a rien en retour. C'est ça que nous appelons les secteurs sociaux. Vous voyez, or, notre pays est un pays pauvre, quoi qu'on dise, où le social préoccupe aujourd'hui le chef de l'État. C'est pour ça que plus de 40% des ressources du budget de 2024 seront consacrées. En 2023, on était déjà à plus de 1000 milliards consacrés au secteur social. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Donc, si la totalité des ressources était consacrée simplement à l'investissement productif, comme le dit mon collègue, on allait comprendre. Donc, c'est tout à fait normal qu'on ne consacre pas ça de sitôt, puisque beaucoup de ressources sont avalées par les populations, dans le social. Un exemple d'effet que vous auriez souhaité avoir? Merci beaucoup. J'aurais aimé aujourd'hui que dans le secteur de l'agriculture, que je constate des transformations véritablement structurelles qui me donnent l'espoir de croire que l'agriculture va contribuer au moins à hauteur de 30% ou 40% de notre PIB. Mais vous ne pensez pas que le Bénin est sur le bon chemin non, dans pas ce du secteur? tout. Vous avez constaté, pour les raisons pour lesquelles nous n'avons pas voté le budget, nous avons dit que le budget de l'État, c'est seulement 5% qui a été consacré à l'agriculture. Alors vous voulez faire de l'agriculture le poumon du développement de notre économie. Comment est-ce possible? Vous voulez 50%? Et vous voyez ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le secteur. Le secteur de l'agriculture avec le soja, le coton, de 700, nous sommes revenus à 500. Ça n'avance pas, alors qu'on est en train de nous endetter. C'est un problème. On était les premiers dans le coton. Vous vous souvenez? Il y a eu les crises qui sont passées par là. Il y a eu des crises qui sont passées par là, on est revenu à 700. De 700 000 tonnes, on est revenu à 550 000 tonnes. Ça baisse. L'agriculture qui doit être le métronome, qui doit tirer, est en train de baisser. Le crédit est en train d'augmenter. Mais finalement, l'argent là va où? D'accord. Au niveau du port, c'est combien? L'argent va dans le social. Au niveau du port, quelle est la situation du port aujourd'hui? Il est prévu la cause de 1200 classes, par exemple. Plus de 500 centres de santé seront construits et réfectionnés. Vous voyez, nous aurons le droit de dans notre pays à l'assurance maladie. Ce sont des dépenses qui ne rapportent rien finalement au gouvernement. L'agriculture n'est pas du tout négligée. Je vais rappeler ici les nombreuses subventions qui sont faites pour les au secteur de l'agriculture, surtout pour les intrants. On parle du soja, on crie. Mais les intrants du soja reçoivent également des subventions. Justement, il y a pas seulement le gouvernement a le droit, le pouvoir d'avoir un regard partout où il met les subventions. Les subventions en question dans le secteur de l'agriculture ne tombent pas du ciel. C'est toujours pris parmi les emprunts qui sont faits, vu que nos ressources intérieures sont faibles. D'accord. Donc, savoir là où l'argent passe dans le pays, je pense que nous tous, nous savons déjà là où l'argent est investi clairement. Le Bénin... Microcrédit aux femmes, ainsi de suite. Beaucoup de programmes sont mis en place. Le Bénin est-il vraiment surendetté? En tout cas, chacun pourra faire son avis au travers de cette émission, au sortir de ce moment d'échange fructueux, en tout cas, qu'on vient d'avoir. Malheureusement, le temps est complètement terminé. On a même excédé de 3 minutes déjà. On va vous permettre de façon exceptionnelle, lui. Merci beaucoup. Mon collègue a dit tout à l'heure que le Bénin est un pays pauvre. D'accord? Et il a désormais commencé à rectifier ça. Parce que nous sommes désormais un pays à revenu intermédiaire. Ça, c'est les nouvelles statistiques qui nous donnent ça. Et c'est les réserves que nous avons portées et que nous avons amené à dire, faisons attention aux statistiques qu'on est en train de nous donner. C'est très important, qui ne nous permettent plus de dire que nous sommes un pays pauvre. C'est très important. Et quand on n'est pas un pays pauvre, il y a des choses qu'on est en mesure de faire. Il y a des recours qu'on ne doit même plus faire et qu'on est en train de faire aujourd'hui. Il y a des choses qui vont nous rattraper. En fait, les stats, les agrégats. N'est pas une faute du tout. Tant que nos ressources intérieures ne suffiront pas pour couvrir nos charges, moi, je continue de dire que nous sommes un pays pauvre et ça n'engage que moi. D'accord, très bien. Voilà, donc disais-je, le Bénin est-il effectivement et vraiment endetté? Au détour de cette émission, je pense que les uns et les autres vont pouvoir tirer leurs conclusions. Merci beaucoup à vous, Réginald Koumaboui-Afidé. Vous êtes député du parti Union Progressiste Le Renouveau, rapporteur de la commission budgétaire du Parlement. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin, nous éclairer. Merci également à vous.
vous, Habib Ouaroukouabou, du parti d'opposition Les Démocrates. Merci d'être passé également, nous donner plus de précisions liées évidemment à votre préoccupation que vous avez soulevée au Parlement et vous avez mis le gouvernement en face donc de ses responsabilités. Merci Marcel, merci Eman, c'est moi qui vous remercie. Merci Marcel aussi. Marcel aussi, c'est pas grave. C'est pas grave. Okay. Allez, merci beaucoup à vous, messieurs. 5 sur 7 matin, à suivre tout à l'heure le bulletin d'information, le premier grand format de l'actualité. Juste après, il y aura bien sûr le débat matinal, le forum de discussion avec les francs-parleurs du lundi. À tout de suite.